Oh, Hello, salut tout le monde. bonjour tout le monde, on est super content de vous retrouver aujourd'hui. On est séparés l'un de l'autre. Je Oui, suis de l'autre bout de la France pour une on est discussion chacun de aux clients. extrémités en fait. Et donc on fait un live un peu spécial, un Ouais. peu, un peu spécifique depuis à distance. Le Ouais. thème du jour. Alors c'est un live sur un sujet un peu tabou. Et donc, avant de vous... Alors, c'est le teasing, hein, le mot, c'est un thème qui peut être parfois tabou. On veut Ouais. juste s'assurer, pour ceux qui viennent d'arriver là, si un petit test technique tout simple comme d'habitude. Est-ce que vous nous entendez bien? Dites-nous dans le chat si vous nous voyez, si vous nous entendez bien. En tout cas, c'est super important pour nous d'avoir un retour de votre part, de ta part, toi qui nous regardes. Comme ça, on est sûr que tu ne rateras rien. Super, on a Oui. un oui. Alors, hop, je vais juste l'afficher. Voilà. Donc là, on a un oui qui est apparu avec un nom Facebook user. Juste au-dessus du live, normalement, dans la zone description du live, vous avez un lien StreamYard, StreamYard/Facebook. Vous cliquez dessus. Il va vous poser, il va vous demander si vous autorisez StreamYard à récupérer un ensemble d'informations de Facebook. Vous dites oui et vous relancez la page et vous allez voir, le Facebook user va se transformer avec votre prénom qui est utilisé, que vous avez défini dans votre profil. Et c'est toujours plus sympa de savoir qui est présent. Oui. Donc ce sujet tabou, c'est quoi? Qu'est-ce que le sujet tabou qu'on a prévu? Alors, donc Alors, aujourd'hui, ouais, tu vas-y, vas où j'y vais? vas-y. Bon. Alors aujourd'hui, dans cette formation en live, on va parler d'un sujet autour de l'état d'esprit. Et on s'est posé une question il n'y a pas longtemps avec Nico. La question, c'est est-ce que former, c'est pareil que enseigner et éduquer? Alors, la question, elle peut paraître peut-être évidente pour certains. Et pourtant, elle a une forte influence en fait sur notre approche, sur notre façon d'animer et sur notre façon aussi de concevoir notre formation. Donc, elle a une influence forte également sur comment est-ce qu'on est perçu par nos participants. Et surtout aussi comment on perçoit, nous, les participants. Oui, C'est comment nous, on est dans la relation entre moi et les participants. ouais. Pour toi qui viens de nous rejoindre, avant d'aller plus loin dans ce petit descriptif, en tout cas dans cette formation, est-ce que tu pourrais nous faire un petit coucou en commentaire, un petit bonjour, un petit hello, juste pour savoir qui est là? Parce qu'on aime bien, nous, savoir qui est présent et de pouvoir rebondir aussi sur les, les échanges qu'on peut avoir au travers des commentaires que vous pouvez mettre. Ouais. N'hésite pas, mets ton prénom, donc Facebook user. Vas-y, mets ton prénom et puis fais un petit bonsoir pour qu'on puisse savoir qui vient. Ouais. Et pareil pour ceux aussi qui nous regardent en replay, hein, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou en indiquant que vous regardez ce live en replay. C'est important. Donc on a un petit bonsoir qui arrive. Très bien. Ok. Je vais juste aller regarder les commentaires en direct.
Alors moi de mon côté, donc avant de commencer, j'ai une question pour vous. J'aimerais savoir quel mot vous utilisez. Est-ce que vous utilisez le mot former, le mot éduquer ou le mot enseigner? Donc venez nous mettre en commentaire former, éduquer ou enseigner. Donc, Valérie et Simonet, Ok, n'hésitez pas. super. Salut. Donc peut-être que vous utilisez l'un ou l'autre, ou parfois les deux ou les trois, hein. Donc venez nous mettre ce que vous utilisez en commentaire. Former, éduquer ou enseigner. Ah, il Salut. vient d'arriver. Donc la question qu'on vous pose, c'est de savoir quel mot vous utilisez. Est-ce que vous utilisez le mot former, le mot éduquer ou le mot enseigner? Et ce qu'on vous demande, c'est de venir nous mettre en commentaire le mot que vous utilisez le plus souvent. Le ou les mots, hein. On peut parler de deux ou de trois mots. Plus, je ne comprendrai pas. Donc c'est Pareil, hein, important hein, pour nous d'avoir votre retour. Donc là, on a informé, ouais, Simonet dit former. Valérie, en tant que on a formatrice, utilise accompagné. former ou accompagner plutôt dans certains cas. Ouais, ok. Donc, c'est vraiment important. Le mot utilisé va avoir une influence. Oui. Hop. Alors, c'est trois termes qu'on utilise régulièrement hein, pour parler de ce qu'on fait. Former, enseigner, éduquer, accompagner aussi, on aurait pu le rajouter en quatrième terme, c'est vrai. Et ces trois termes sont assez proches en fait, ils sont à la fois synonymes et à la fois très différents dans les faits. Chacun de ces trois thèmes en fait nous amène à avoir des comportements différents sur la formation. Former, enseigner, éduquer, donc ce sont trois termes qui vont nous amener vraiment à avoir un comportement radicalement différent. Je sais pas ce que tu en penses, Nico. Alors, oui, ces trois termes sont vraiment importants et la façon dont on les utilise, eh ben, on va avoir un comportement différent et j'ai une expérience à vous partager sur ça. C'est la façon dont moi, ça s'est passé à mes débuts où j'utilisais, pour moi, former était synonyme d'enseigner. Donc, du coup, j'avais plutôt une posture d'enseignant. Résultat, je me retrouvais en formation, comme dans une classe, avec au lieu d'avoir des adultes, c'est comme si j'avais des enfants qui étaient assis devant moi, assis à leur table. En plus, les salles de formation étaient disposées comme une salle de classe, avec moi à l'estrade, en hauteur, vue par tout le monde, avec un magnifique tableau, un rétroprojecteur, etc. Et puis, concrètement, comme j'étais dans cette position, ça ne me choquait pas d'avoir une salle sous ce format-là, et puis de présenter des choses, et puis de me retrouver dans des situations où, à force de présenter et de partager l'information que je connaissais en tant qu'expert, mon but était de transmettre les informations plus que de former. Et donc, enseigner un savoir. Et je me retrouve avec un groupe où, pour le coup, certains avaient déjà les connaissances que j'étais en train d'enseigner. Mais par contre, donc d'une façon théorique, par contre, là où il me challengeait, c'était sur la façon de mettre en œuvre, comment mettre dans leur environnement, comment ça va se passer concrètement, etc. Mm. Et en fait, j'étais challengé sur ce truc-là. Et comme j'étais en difficulté pour répondre à ces réponses, donner des réponses cohérentes, résultat, je me retrouvais dans une situation où les gens ont commencé à considérer que j'étais pas si légitime que ça dans, dans mon, dans mon rôle d'enseignant, de formateur. Donc là, j'utilise le mot enseignant parce que c'était bien ce sujet-là.
Et donc, du coup, je me retrouvais à avoir un comportement aussi d'enseignant, d'éducateur envers ces personnes. Donc, je venais avec des règles de vie très strictes. On avait le début des téléphones portables, donc je les interdisais. J'interdisais d'utiliser, de prendre des notes sur l'ordinateur. Je demandais aux personnes de ne pas bavarder, etc. En fait, j'avais ce schéma en tête, cette représentation mentale que bah, comme je suis un expert, les gens doivent m'écouter. Et à force d'avoir cette posture et puis de rencontrer des freins, des réticences, des blocages, de se confronter sans arrêt avec ces gens, en fait, c'est moi qui ça pénalise. C'était pas eux, parce qu'au final, eux, ils repartaient dans l'idée que j'étais un mauvais expert, que je pouvais pas les aider dans leur contexte. Mais en plus, moi, le soir, je rentre chez moi, je suis nul, quoi. C'est putain, je passais une mauvaise journée et ça me plaît pas, quoi. Donc, du coup, c'est vraiment cet état d'esprit qui m'a amené à avoir ce comportement-là. Maintenant, ça a changé. J'ai découvert plein d'autres pratiques. J'ai fait évoluer mon état d'esprit, la façon dont je perçois la formation. Et donc, du coup, bah, les évolutions ont pris le pas sur la façon dont aussi je vais accompagner les gens dans dans leur transition professionnelle, en fait. Voilà. Et toi, Céline, t'as un exemple à partager aussi? Oui, oui, oui. Alors moi, c'était au tout début sur mes premiers pas de formatrice. Donc c'était il y a un petit peu plus de 4 ans maintenant. J'étais fraîchement diplômée, donc toute guillerette et contente d'attaquer. Et donc j'ai trouvé facilement des premières missions et on m'a confié une mission dans un CFA pour accompagner des jeunes. Donc des jeunes qui étaient en décrochage scolaire. Et l'objectif, en fait, c'était de trouver une alternance pour la rentrée d'après. Donc on avait un petit peu de temps, on était au mois de mars, donc ça nous laissait, avril, mai, juin, ça nous laissait 4 mois pour trouver une alternance pour la rentrée. Donc la difficulté que j'ai eue, ça a été de rencontrer mon groupe le jeudi et leur annoncer le vendredi qu'on serait confinés et qu'on n'allait pas se revoir et que je ne savais pas quand est-ce qu'on se reverrait. Quand, ni comment ça allait se passer. Donc là-dessus, en fait, j'ai eu la difficulté de me dire, bah mince, qu'est-ce que je mets en place? Comment je fais pour les garder avec moi et comment je fais pour les aider à pas décrocher la formation en sachant que ils étaient déjà en décrochage scolaire. Donc en fait, ça a été compliqué. Donc j'ai mis en place de la classe virtuelle. Et honnêtement, je savais pas trop comment m'y prendre au début, surtout sur de la classe virtuelle. Et là, en fait, ma vision de mon métier, elle a été un petit peu déformée parce que on me demande souvent, entre éduquer et enseigner des savoirs de base, comment est-ce qu'on peut faire pour former quand on forme sur des activités comme ça, en fait, sur des savoirs, bah oui, c'est ça, sur des savoirs de base, sur des premiers niveaux. Et c'est vrai que je trouve que c'est compliqué et aujourd'hui encore, en fait, je me retrouve confrontée, à être, considérée comme une enseignante. J'ai des publics, par exemple, des publics étrangers, hein, qui me disent maîtresse. Moi, je me vexe un petit peu. Et alors que le public, c'est un public d'adultes et parfois je rencontre des gens qui sont plus âgés que moi. Donc c'est quelque chose qui me met mal à l'aise de devoir de devoir expliquer en fait que je suis pas une maîtresse et que je suis une formatrice. Et dans certains
certains centres de formation, ça me met aussi mal à l'aise parce qu'on me demande de faire le gendarme. On me demande de mettre en place des règles un peu absurdes en me disant que puisque je suis formatrice, je dois me faire respecter. Je dois trouver ma place en tant que telle et je dois me faire respecter de ça. Donc c'est un petit peu compliqué, je trouve. Ouais, c'est des choses qui sont difficiles. Et Ouais. du coup, ben, c'est quoi vraiment les différences qu'on pourrait faire? Alors, en préparant ce live, j'ai fait une présentation un, un peu, un peu rigolote au sens cette différence. Hein. On a des images et puis on essaye de différencier les choses. Pour moi, les trois éduqués, enseignés et formés, même s'ils sont synonymes dans la Dans le dictionnaire. dans le dictionnaire, ça ne veut pas forcément dire la même chose. Du coup, c'est la différence qui va m'intéresser. Et, pour faire ça, je vais prendre un exemple qui est l'éducateur canin. Éducateur canin, dans le conscient, on va avoir une perception qui est quelqu'un qui va venir dresser le chien pour qu'il ait un comportement donné. Mais dans la réalité, quand on va voir l'éducateur canin, en fait, il forme le maître ou la maîtresse du chien euh, par rapport à la maîtrise et au décryptage du comportement du chien. Donc, du coup, dans les faits, quand on va voir l'éducateur canin, on a l'impression que la personne va transformer le chien par rapport à un cadre de référence. En tout cas, il va chercher à faire obéir ce chien-là. C'est le cadre de référence qui est l'obéissance. Et dans les faits, en fait, il va aider le maître ou la maîtresse à comprendre le comportement du chien et adapter son propre comportement donc de maître envers son chien pour avoir le bon comportement pour lui. Et du coup, d'avoir une réaction qui va s'effectuer. Moi, je me suis posé la question, est-ce que si je me mets à être éducateur canin, mais éducateur d'adultes, quelle est réellement ma légitimité de définir un cadre de vie aux autres? Donc, quelle est ma légitimité de dire comment les autres doivent se comporter? Comment je dois amener les gens à avoir un comportement de vie qui est conforme à mon cadre de référence? Personnellement, je ne suis ni parent des personnes qui viennent dans mes formations, donc je n'ai pas à leur expliquer c'est quoi le respect ou c'est quoi le bon comportement qu'ils doivent avoir à faire. Par contre, s'ils ont des comportements qui, moi, me gênent, je vais pouvoir en discuter. Parce que là, ce sont mes éléments. Et donc, si je me mets à faire ce rôle d'éducateur, bah, je vais avoir des comportements qui vont être perçus d'une façon absurde, en fait. Absurde au sens où ben, je vais me mettre à faire des choses comme interdire de prendre la parole ou sans demander l'autorisation. Je vais me mettre à obliger les gens à ne pas utiliser leur téléphone ou à mettre en mode avion le téléphone alors que peut-être ils sont dans des situations personnelles délicates pour lesquelles le téléphone a un intérêt important, une information. Hein, moi, j'imagine bien les moments qui viennent en formation, qui viennent dans mes formations. Concrètement, je leur laisse le téléphone parce que je ne sais pas si par hasard elles ont déposé leur enfant le matin dans des conditions où l'enfant était peut-être déjà souffrant et qu'elles se disent bah, j'attends le coup de fil de l'école au cas où qu'ils doivent me rappeler pour venir aller le chercher. Et si je m'amuse à leur interdire le truc, donc quel état de stress je suis en train de leur créer en fait? Moi, qui suis-je pour pouvoir permettre ça en fait? Et puis en plus, ça n'amène rien de bon parce que la personne ne pensera qu'à son téléphone qu'elle n'a plus. Et elle Tout à n'écoutera pas. fait. Et le résultat ne sera pas forcément. Le deuxième élément, c'est enseigner en fait. Enseigner, c'est si je me mets à enseigner, à me mettre dans la situation d'enseigner, si je me mets moi dans une situation où je considère que l'autre n'a aucune connaissance. Parce que quand on enseigne aux enfants une matière,
ils sont entre guillemets vierges de la connaissance qu'on va leur apporter. Du coup, comme ils sont vierges de la connaissance, il faut leur apporter cette connaissance. C'est ça l'enseignement, en fait, c'est leur amener à utiliser des choses qu'ils ne connaissent pas encore et pour lesquelles ils ne peuvent pas faire de référence externe par rapport à leur manque de vécu. En fait. Donc, si je me mets à considérer que tous les adultes que j'ai en face de moi, ils connaissent rien, eh ben, je me mets moi-même dans une situation difficile parce que je me retrouve dans une situation dite, du moins en tout cas autoritaire ou hautaine, en considérant qu'eux ne savent rien et que moi je ne sais que je sais tout et qu'ils doivent recevoir ce que moi je sais vers eux. Mais c'est loin d'être le cas maintenant en fait, avec tout Internet. La plupart, même les enfants maintenant, ils commencent à avoir des connaissances, même dans des domaines pour lesquels avant ils n'en avaient pas en fait. Mm. Donc ça peut être des choses qui peuvent être importantes en fait. Mm. Et puis le dernier terme pour moi, former, c'est un principe que je considère assez important, c'est que je considère l'autre dans son entièreté. C'est une personne qui a un contexte, un vécu. Il n'a peut-être pas le même niveau de connaissance que moi sur le domaine que je vais enseigner, mais par contre, il est sur le terrain, il rencontre un problème et il cherche une solution. Ça se trouve, il a déjà des informations qui est là à disposition. Il a peut-être déjà essayé des trucs. Ça a plus ou moins marché parce qu'il peut-être qu'il n'est pas lui expert du domaine dans lequel je vais former, mais n'empêche qu'il a déjà réalisé quelque chose. Et donc, du coup, je vais m'appuyer sur ce quelque chose pour le guider, pour que lui il puisse résoudre son problème. Donc, du coup, il va se mettre dans une position, que ce soit moi ou lui, en fait, on est dans une position de vie positive l'un pour l'autre. Et donc, du coup, de se mettre dans un mode où, en fait, lui, il va découvrir peut-être des techniques plus avancées ou des savoir-faire plus avancés qui vont l'aider, lui, à progresser. Donc, du coup, ma posture est plutôt une posture de guide. Céline, je vais être obligée de t'abandonner. Je n'ai pas vu Ouais. l'heure, mais j'ai des contraintes. Merci à tout le monde. Je vous laisse entre de bonnes mains. Je vous laisse avec Céline. Salut. Allez. Alors, donc, si on reprend, l'éducateur ou l'enseignant, en fait, ils ont souvent une posture de sachant. Un expert qui sait, et donc, c'est une nécessité pour les participants de l'écouter. Donc, ce qui dit doit être pris comme la parole d'évangile. Et les participants, surtout aujourd'hui, à l'ère d'Internet, comme le disait Nico, avec entre Google et Wikipédia et tout ce qui va avec, les participants sont pas nés de la dernière pluie. Hein. Ils vont vérifier tout ce que l'éducateur peut dire ou l'enseignant. Ils vont aller tout vérifier sur Internet. Et ils vont chercher à confronter en fait leur lecture par rapport à ce qu'a dit le formateur en posture d'enseignant ou d'éducateur. Donc le résultat en fait, c'est qu'il se met dans une position de rapport de force avec le groupe. Il fait tout ce qu'il aime pas faire, il sait que ça va pas apporter les résultats escomptés, c'est pas ce qu'on souhaite en formation, hein. Et il sait aussi que c'est pas la première fois qu'il se retrouve en difficulté comme ça avec un groupe. Généralement, la technique, c'est de mettre en place des réponses toutes prêtes, hein, pour ne pas se retrouver dans une situation épouvantable. Et ça nous est déjà arrivé, hein, par des chemins détournés. Donc est-ce que ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant, ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà été dans une des 3 formations des 3 situations, pardon, qu'on a expliquées jusqu'à maintenant? Donc si oui, dites-nous oui en commentaire, tout simplement.
Donc, dans une situation peut-être de formateur sachant ou d'enseignant. Ah, on a un merci Nicolas. Merci à vous. Donc on sait que, pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de formateurs, on a pu observer des formations sous des formes différentes que la forme de l'enseignement. Donc un expert qui parle devant, une présentation qui fait défiler. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu régulièrement et du coup, en fait, dans ce cas-là, les interactions avec les participants, elles se limitent juste à un jeu de questions-réponses. Où bien évidemment l'expert connaît déjà la réponse et ça en fait ce fait de savoir que la personne en face connaît la réponse est super désagréable pour les participants. Parce qu'ils se disent: «Bah, j'ai soit bon, soit faux et je vais être jugé là-dessus». Et d'ailleurs, on remarque que, à part ceux qui sont sûrs de leur coup, les autres, ceux qui ont un doute, en fait, ils participent pas. Ils préfèrent ne pas participer et ne pas risquer de se tromper, plutôt que de participer et se tromper, en fait. Donc ça, c'est pareil, si ça vous est déjà arrivé, venez nous dire dans le chat, «Oui, ça j'ai remarqué qu'au quiz, j'avais pas beaucoup de enfin, pas forcément de retours». Donc là, ce qu'on se dit, en fait, c'est, qu'il faut qu'on change de principe pour ne plus se retrouver dans une situation de conflit et de force avec ses participants et aussi de ce fait-là, se libérer de la boule au ventre qui est apparue depuis que ce rapport de force s'est installé. Clairement, alors je sais pas vous, mais moi j'ai pas envie de faire un métier, dans des conditions comme ça en fait, où je me sens, limite obligée de mettre une armure avant d'aller former et je me dis que sur du long terme, en fait, ça peut, transformer une passion en cauchemar, tout simplement. Voire pousser à abandonner ce métier et c'est dommage. Donc sur les que faire, en fait, le premier principe, c'est de partir justement du principe que les participants ont une connaissance partielle ou approximative. Donc comme on le disait, l'information, elle est accessible très facilement, hein. Internet, Wikipédia, Google, tout ça, ce sont des amis pour trouver des infos qui sont nécessaires. Donc avoir l'hypothèse, que toutes les personnes ont déjà entendu parler de notre domaine de prédilection, donc du domaine dans lequel on forme et ça c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête, en fait. Se dire: «Je vais former sur un sujet», même si c'est un sujet compliqué, même si c'est un sujet, particulier. Se dire que les gens, ils ont peut-être été faire une recherche Google avant de vous rencontrer. Donc forcément, ils ont acquis des connaissances, même si elles ne sont pas, super approfondies. Mais ça, il faut en tenir compte et on peut utiliser, en fait, ce qu'ils connaissent, pour augmenter justement leurs connaissances. Ah, on a un retour. Oui, alors oui, j'ai eu la situation et j'ai arrêté la séance. OK. Oui, donc là, c'est quand même éprouvant en tant que personne de vivre ça, en tant que formateur. S enfin, moi, je me dis que je le vivrais comme une situation d'échec, en fait, tout simplement. Je sais pas si c'était le cas pour toi, mais c'est vrai que c'est pas l'objectif quand on met en place, notre formation. On veut que les gens participent, on veut qu'ils soient contents, on veut qu'ils soient, satisfaits de ce qu'ils ont et quand ça se passe pas comme prévu, bah, on le vit mal, clairement.
Donc oui, donc je vous disais, donc partir du principe que les participants savent des choses et qu'on va s'en servir justement pour augmenter leurs connaissances, pour augmenter ce qu'ils savent. On va les aider à utiliser leurs connaissances dans leur contexte quotidien et c'est pas parce qu'on sait, quelque chose qu'on utilise bien cette information. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de principes, qui sont évoqués, surtout en formation, hein, on en a à l'appel. Par exemple, comme je sais pas moi, le principe des 80-20 ou peu importe, hein, je suis sûre que vous en avez sous le coude. Et c'est pas parce qu'on a connaissance de cette information-là, qu'on sait qu'elle existe, qu'on a compris ce que ça voulait dire, qu'on était en mesure de l'utiliser. Et c'est là, en fait, où nous, on a notre valeur ajoutée. Ça va être dans la mise en place, accompagner à la mise en place des grands principes. Donc la deuxième chose, former se base sur faire et c'est justement là notre job. Donc pendant que je parle, en fait, mes participants, ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils font rien. Ils m'écoutent et même si je suis passionnante, même si j'ai un bagou extraordinaire, au bout d'un moment, ça va vite les gonfler. Alors en fait, ce que je dois faire, c'est les amener à faire plus que de m'écouter. Donc pour ça, je peux m'aider de cahiers d'exercices comme un peu le même principe que le cahier de vacances. Je peux organiser des débats, je peux organiser des simulations, des jeux de rôle, et cetera. Donc ça, après, c'est vrai qu'il existe une pléthore de techniques d'animation qui permettent justement aux formateurs de pas être devant la salle à passer des slides pendant 8 heures. Le troisième principe, donc les questions, en fait, elles sont super utiles pour amener une réflexion ou une projection, en fait, de ce qu'on peut faire. Pour ça, en fait, pour avoir un vrai retour, un retour investi, il faut essayer de poser une question à laquelle on n'a pas la réponse. Donc la question, elle peut être plus sur un ressenti du participant, sur une mise en pratique dans le quotidien du participant. Pas forcément, pas partir sur un vrai-faux, oui-non, pas sur quelque chose de linéaire, mais au contraire, voir comment le participant va pouvoir s'approprier en fait ce qu'on vient de lui apprendre et comment lui va transposer ce qu'on lui a appris. Et ça, moi, en tant que formatrice, j'ai pas la réponse parce que je suis pas dans sa vie et lui seul a la réponse. Donc de ce fait-là, en fait, le participant, il se met dans une posture où il a pas une pression de bien répondre ou de répondre à côté de la plaque et il va me faire découvrir, en fait, quelque chose que je connais pas et quelque chose que je connais pas sur lui et sur son quotidien. Donc ça c'est une part du job et j'ai envie de dire à l'inverse, donc moi, de mon côté, en tant que formatrice, je dois m'attendre à des questions dont j'ai pas la réponse. Alors ça peut être difficile, parce qu'en tant qu'experte d'un domaine, je peux me retrouver déstabilisée les premières fois. Mais c'est super engageant et c'est super intéressant parce que du coup, ça va créer une opportunité, en fait, pour amener le groupe à réfléchir à la réponse avec moi. Donc dans ce cadre-là, quand j'ai une question à laquelle j'ai pas la réponse, on fait un travail où on cherche la réponse communément, tous ensemble, avec le groupe au complet. Donc ce qui est, un travail plutôt intéressant. Donc le quatrième principe, donc se taire et écouter les participants. Donc les participants, ils ont toujours des choses incroyables à partager, ça il faut en être convaincu.
Et il faut leur laisser la place. Il faut leur laisser de la place pour pouvoir en discuter justement, pour pouvoir en parler facilement. Donc pour leur laisser cette place-là, cette légitimité-là, on peut organiser des séances d'échange, sans le formateur. Donc les laisser échanger entre eux, par exemple. Donc le 5e principe, donc les activités de groupe, donc des activités de groupe plutôt variées qui vont leur permettre de mettre en œuvre et d'échanger sur le matériel que nous, formateurs, on leur a mis à disposition. Mais surtout d'amener une diversité d'angles de vue, hein, du travail et des sujets. De venir confronter un petit peu les ressentis, les compréhensions aussi des uns et des autres. Donc le travail de groupe, en fait, ça permet vraiment de trouver des soutiens différents. Et en fait, on se rend compte que les participants s'entraident pour réussir des fois un casse-tête qu'on peut leur soumettre, si vous donnez des exercices. Donc le sixième principe, comme on est expert, on a tendance à vouloir remplir nos formations de contenu. Je ne sais pas si vous êtes comme ça aussi. À vouloir vraiment donner un maximum pour que le participant reparte avec plein d'outils. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les participants, ils s'attendent eux aussi à avoir plein de théories. Surtout en France, hein, où on est dans un pays où on aime beaucoup le trop, hein. On est vraiment dans un pays où on a beaucoup d'informations. Et du coup, en fait, le fait de submerger comme ça nos participants d'informations, bah, ça risque de les noyer, en fait, tout simplement. Et je suis convaincue que même en supprimant les 3/4 de nos contenus, on aurait encore trop d'informations à donner. Donc en effet comme ça nous rassure, hein, d'avoir plein de contenus et plein de théories. Mais ça vient aussi prouver que l'expert qu'on est connaît plein de choses. Le résultat, donc on se rassure en important trop de théories et trop de contenu. On a trop peur que les participants n'en aient pas pour leur argent. Et donc la réalité, en fait, c'est ce qu'il faut se dire, et c'est ça qui est important, c'est qu'ils sont venus pour résoudre un problème qu'ils rencontrent, ou découvrir une nouvelle façon de faire. Et en leur apportant comme ça plein de contenu, on se dit que ça va être utile pour eux, qu'on a raison, hein, de vouloir leur apporter des choses utiles, mais qu'on peut le faire en apportant beaucoup moins et peut-être beaucoup mieux. Tout en leur apportant en fait des outils pratiques, on va essayer de diminuer l'ensemble de ce qu'on a et de viser vraiment des outils pratiques, des outils simples qui vont permettre à nos participants de résoudre sans effort leurs problèmes, leurs difficultés. Et donc ça va être vraiment ça le job à faire, en fait. Donc est-ce que je suis claire dans ce que je dis? Est-ce que ça va? N'hésitez pas à me dire oui, oui tout va bien ou tu peux répéter. OK, super, merci. Donc là, on arrive au bout de cette présentation. Donc si tu as reçu super, merci beaucoup, merci pour vos retours. Si tu as reçu de la valeur dans cette formation et que tu souhaites l'appliquer pour ta création et ton animation de formation, donc tu peux, je t'invite à venir écrire mentor en commentaire. Donc, hop, ouais, c'est bon. Donc mentor. Donc ce qui va se passer ensuite, en fait, c'est assez simple, hein, Nico ou moi,
l'un de nous deux va te contacter via Messenger, donc aujourd'hui ou demain, et on te posera quelques questions. Donc, on va regarder ensemble comment on peut t'aider. Donc, n'hésite pas, si tu as reçu de la valeur, si tu as trouvé que ce live était intéressant, si tu as trouvé des informations importantes pour toi, pour la création ou l'animation de tes formations, écris mentor en commentaire. Donc, Nico ou moi, on te contacte par Messenger aujourd'hui ou demain. Et on te posera quelques questions et on verra ensemble comment on peut t'aider. Donc, le jeudi prochain, nouveau live, nouvelle formation. Donc, toujours à la même heure, 18h15. Même si c'est les vacances, même s'il y en a qui partent au ski, nous, on sera là. Donc, ne rate surtout pas notre prochain live. On a prévu une super surprise. On sait que c'est les vacances, mais on s'est bloqué. Donc, on espère que vous aussi, vous bloquerez votre agenda et que vous viendrez nous rejoindre. Donc, le temps du live, entre 30 et 45 minutes. Et on aura une surprise pour vous. Donc, d'ici là, bonne semaine à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao